Et justement, dans cette nouvelle séquence que je vais vous présenter, nous aborderons l'outre-mer, de l'histoire au projet, une séquence qui vous est présentée par le journaliste Vincent Hervouette, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il vous présentera son invité, Hubert Loiseleur-Deslongchamps, président de l'Académie des sciences d'outre-mer 2022. Installez-vous, on vous installe des fauteuils. La discussion, c'est avec le micro, monsieur Hervouette. Bonjour. Je vous en prie. On m'a dit qu'il faut parler tout de suite avant que la salle se vide. Ah, le diaporama est terminé. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, s'il est là. Ah, pardon. Monsieur le gouverneur. Ah oui, merci, bravo. C'est plus facile, oui. Messieurs les généraux, Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs, j'espère que j'ai oublié personne. C'est donc le moment d'évoquer la raison d'être de ce centenaire, les grands moments de l'Académie, notamment ces 13 dernières années. Et la mission impossible, c'est évidemment de dresser cet inventaire sans vider la salle, sans vider l'amphithéâtre. J'imagine que le président Ouattara a deviné que c'était mission impossible et que, au moins un défi difficile à relever, qu'il a pris les devants. C'est à ça qu'on reconnaît un homme d'État. Il sait prévoir le pire et c'est en cela qu'il est sage. Et je me réjouis que pas grand monde ne l'ait suivi, que vous soyez tous encore là. Donc, je dois remercier mes chers confrères et chères consoeurs qui m'ont... et leur demander de me pardonner d'avance. Ils ont pris le temps, ils ont eu la gentillesse de me faire passer toutes sortes de mémos, de programmes, de photos, des colloques qu'ils ont organisés, des ouvrages qu'ils ont coordonnés, des entretiens sur le terrain qu'ils ont menés et qui leur ont laissé des souvenirs puissants. Tout ce travail est très impressionnant et même écrasant. Et évidemment, je n'en tiendrai absolument pas compte. Prendre la parole en sachant qu'on sera décevant, c'est une habitude quand on est journaliste. Paul Bourdary était journaliste, entre autres, mais avant tout. On a oublié tous les papiers qu'il a écrits, mais pas qu'il a fondé cette académie, dont il a été le premier secrétaire perpétuel. Et dans le pêle-mêle des photos qui vous a été montrées, qu'on va peut-être rediffuser, c'est lui qui porte cette barbe fleurie à rendre jaloux les talibans. À l'époque, ça faisait explorateur et Paul Bourdary était un explorateur. 88 premiers ministres se sont succédés depuis 1923 à Paris et seulement 6 secrétaires perpétuels, 3 à la pilosité impressionnante comme Paul Bourdary avec ce tablier de sapeur et 3 autres qui sont complètement glabres. Je ne sais pas si cette rupture signifie grand-chose, mais bon, il faut la relever. Paul Bourdary a fondé l'Académie avec d'autres barbus et moustachus qui avaient de grandes ambitions et qui l'ont prouvé. Parmi eux, il y a 3 hommes qui furent ensuite présidents de la République, Albert Lebrun, Gaston Doumerc, Paul Doumer. Les académiciens ne sont pas des savants cosinus. Certains ont gouverné, 4 premiers ministres parmi les grands anciens. Il y a assez de ministres pour former 2 ou 3 gouvernements. D'autres ont été des administrateurs, il y a des gouverneurs, il y a tant d'ambassadeurs qu'on pourrait se croire à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y en a qui ont commandé 5 maréchaux. 3 présidents, 4 premiers ministres, 5 maréchaux, facile à retenir.
et une armée mexicaine, si j'ose dire, d'officiers supérieurs, et quasiment tous, et des grands médecins, des grands savants, et des grands savants dans toutes les disciplines, et quasiment tous ont écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup d'expériences, beaucoup d'engagement, des hommes d'action, et qui ont laissé en héritage cette académie bien vivante. Est-ce qu'ils s'y reconnaîtraient s'ils revenaient cet après-midi? Les frères Walt Disney et Roy Disney seraient fiers s'ils revenaient, eux qui ont fondé leur compagnie en 1923. Ils seraient même bluffés par les progrès inouïs qu'a apporté le numérique, l'image numérique. Les créateurs des 24 heures du Mans, qui fêtent ce week-end leur centenaire, seraient grisés de rouler à plus de 100 km/h, et même 200 et même 300 dans la ligne droite des Hunaudières. Mais est-ce que les fondateurs de l'Académie des sciences d'outre-mer seraient fiers? Est-ce qu'ils se sentiraient à leur place dans ce magnifique amphithéâtre et dans les beaux salons de la rue La Pérouse? Je vais poser la question autrement à Hubert Deslongchamps, qui a présidé le comité du centenaire. À quoi bon, cher Hubert, à part le plaisir de se voir, à quoi bon célébrer cet anniversaire? Merci pour la question, parce que normalement tu devais me poser des questions, mais je vois que tu avais commencé un discours, c'est bien. Épuisé un peu ton temps de parole. Alors, pourquoi est-ce qu'on célèbre un centenaire, surtout le centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer? D'abord parce que c'est un événement. C'est quand même assez rare de voir des institutions qui ont 100 ans. En général, elles disparaissent au bout de quelques années, ou elles s'oublient, ou elles n'ont plus d'intérêt. Là, l'Académie acquiert une épaisseur historique tout à fait significative aujourd'hui. Le deuxième point, c'est un rendez-vous. On le voit, c'est une succession de rendez-vous d'ailleurs, puisque depuis 1 an, nous avons des rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous, avant de commencer un deuxième centenaire. Et puis le troisième point, c'est pas parce qu'on rend hommage à nos prédécesseurs sur lesquels on peut avoir des points de vue différents. On peut les critiquer, on peut les aimer, on peut se réjouir de ce qu'ils ont fait, mais ça nous donne aujourd'hui l'occasion, la possibilité d'avoir un nouveau discours sur l'Académie et d'envisager le deuxième centenaire avec des bases renouvelées. Alors effectivement, à 1 semaine près, nous sommes exactement 1 siècle pile et à la place exacte où s'est tenue la première séance solennelle. Mais notre rendez-vous avec l'histoire a été préparé toute l'année dernière, comme la première séance solennelle avait été préparée pendant au moins 1 année. Ça avait été le début d'un cycle. Comment s'est préparé ce centenaire? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en fait l'aboutissement d'un cycle. C'est le cycle du centenaire qui prend fin, mais pour s'ouvrir sur un deuxième centenaire. Donc c'est pas simplement une page qui se tourne, c'est une page qui s'ouvre. Et l'année dernière, on a préparé un certain nombre d'activités qui devaient en fait faire écho à ce qui avait été fait il y a 1 siècle. Et il y a 1 siècle, entre le mois de juillet, on l'a dit tout à l'heure, 1922, et le 18 mai 1923, il y a eu toute une série d'activités au sein de l'Académie. Il y a eu 3 séances de préparation à la fin de l'année 1922, suivies de 6 séances ordinaires au début de l'année 1923, avant cette grande séance solennelle du 18 mai 1923. Et à cette séance solennelle, le président Millerand avait été invité, mais il n'est pas venu. Il a envoyé quelqu'un pour le représenter. Mais il y avait dans les fondateurs, les 38 fondateurs de l'Académie, 3 futurs présidents de la République, ça a été dit à plusieurs reprises, qui, eux, après ça, sont venus. Parce que entre le 1923 et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en fait 18 séances solennelles comme celle d'aujourd'hui. 18 séances solennelles, 1 par an. Et pendant 17 séances, à chaque fois, le président de la République est venu participer à la séance.
C'est dire quelle était la proximité du monde politique à l'époque de ce qui était l'Académie des sciences coloniales. Et il y a une deuxième leçon, c'est que finalement, nous sommes chez nous ici. Nous sommes un peu chez nous. Et là, je pense qu'on peut rendre hommage au recteur Querrero de nous accueillir à nouveau ici parce qu'il se situe dans une longue tradition d'accueil de l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, à 100 ans, on ne vieillit plus, on demeure, on est censé s'améliorer à partir de 100 ans. Mais un âge à 3 chiffres, c'est pas si fréquent. Mais il y a des académies qui sont beaucoup plus anciennes. Par exemple, l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse, qui n'est pas une académie savante. Mais bon, elle a été fondée par les troubadours et elle a 700 ans cette année. Mais la poésie a sans doute moins changé depuis Dubélé et Ronsard que les relations nord-sud depuis un siècle. Comment expliquer donc que l'Académie des sciences coloniales ait réussi à survivre et survécu à la disparition de l'empire colonial, tout simplement? Parce que l'Académie a su s'adapter, tout simplement. Ça a été dit d'ailleurs par les orateurs précédents. Dans la conclusion des mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand dit cette phrase tout à fait particulière. « Je me suis rencontré entre deux siècles comme au confluent de deux fleuves. » Et aussitôt après, il met en comparaison deux globes terrestres. Le premier, celui de sa naissance, au milieu du XIXe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, pardon, alors que c'était encore l'Ancien Régime, et puis un autre globe terrestre, à la fin de sa vie, vers les années 1840, et il compare, et il s'aperçoit évidemment que les deux globes terrestres ont complètement changé, en ajoutant qu'il y avait un nouveau continent qui était l'Australie, qu'on avait découvert. L'Académie des sciences d'outre-mer, si elle écrivait ses mémoires d'outre-mer, pourrait dire exactement la même chose. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de 1922. Et l'Académie s'est adaptée, on l'a dit tout à l'heure, elle s'est adaptée en changeant de nom en 1957. Et c'est un changement qui n'est pas que sémantique, ce n'est pas un changement de vocabulaire. Elle s'est projetée dans le monde entier, et maintenant, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites physiques, il n'y a plus de limites géographiques, et on peut même dire qu'on peut aller au-delà, puisque parmi nous, nous avons une cosmonaute, comme vous le savez. Et puis, l'Académie s'est adaptée dans sa personnalité, dans les personnalités qui étaient là, et qui petit à petit se sont renouvelées, et on est passé d'un public qui était plutôt effectivement assez politique, avec des militaires, des explorateurs, et vers un public de scientifiques dans tous les domaines de la science, on l'a dit tout à l'heure, tout en conservant cet esprit d'explorateur, cette pointe un petit peu de romantisme, cette espèce d'élan rimbaldien qu'on peut trouver chez certains qui quittent tout et qui partent pour des horizons lointains que souvent ils ignorent. C'était le cas d'Arthur Rimbaud quand il est parti. Il ne savait pas qu'il arriverait en Abyssinie. Il aurait pu être membre de l'Académie des sciences coloniales, par exemple. Eh bien, c'est ça qui est demeuré. Et ça a été le changement important. Les académiciens se sont adaptés. Le renouvellement des générations a permis d'adapter également le contenu des activités de l'Académie. Et c'est ça qui a fait sa longévité. Et il faut en tenir compte pour le prochain centenaire. Ce n'est pas l'Académie française, NAC 100 ans, c'est l'Académie de la mondialisation. Alors, parmi je vais être assez concret, mais parmi les grands événements de l'année écoulée, il y a eu la publication de 7 ouvrages, Penser le monde de demain, un travail collectif que vous avez dirigé avec Dominique Barjot et avec une préface du secrétaire perpétuel, et qui a mobilisé une trentaine de confrères. C'est un défi intellectuel, évidemment, d'essayer de faire de la prospective, surtout dans notre génération, qui a été systématiquement prise de court par les événements. Elle n'a pas vu venir la chute du mur, elle n'a pas vu venir la disparition, l'évaporation de l'Union soviétique, ni la décomposition de la Yougoslavie, ni
le 11 septembre, ni le Covid, ni la guerre en Ukraine. À chaque fois, elle est myope et elle tombe de sa chaise. Et les journalistes, évidemment, sont les premiers à être sidérés par ce qui se passe. Même les évolutions lentes, d'ailleurs. C'est ça qui est fascinant. C'est comme, par exemple, l'émergence de la Chine était annoncée depuis si longtemps. Le défi que représente l'explosion démographique, aussi le désordre climatique, l'urbanisation galopante, tout ça est prévu, tout ça est étudié. Et pourtant, à chaque fois, quand il se passe quelque chose comme, par exemple, l'arrivée de ChatGPT, alors qu'on parle de l'intelligence artificielle depuis si longtemps, à chaque fois, on a l'impression de découvrir quelque chose et on reste sidéré. Le secrétaire perpétuel, dans sa préface, qui est lumineuse, assimile notre époque à une nouvelle renaissance. Question, et le livre traite de tous les domaines de la connaissance. Il ouvre des pistes, des propositions, d'actions. Il est encyclopédique, il est dans toutes les librairies, il est facturé, je ne sais plus combien, 39 francs, 39 euros. Bon. Quels ont été pour vous, c'est pas du tout académique, pardonnez-moi, quels ont été pour vous les autres grands moments marquants de cette fête du centenaire? Pour longer sur le livre quand même, parce que le livre c'est une grosse opération. Il y a, comme tu l'as rappelé, il y a 27 signatures et des signatures très prestigieuses, dont certains se trouvent ici dans cette salle. Si vous voulez demander aux uns et aux autres de dédicacer le livre, surtout n'hésitez pas, ça va être une bonne opération. Ce livre comporte 6 chapitres. Il y a un chapitre historique qui est magnifiquement fait et qui retrace la vie de l'Académie et notamment la vie d'un très grand nombre de personnalités connues ou inconnues et qui ont apporté quelque chose au pays et au monde. Je pense en particulier aux médecins. Je pense à Alexandre Yersin, là, dont on voyait le tombeau ici. Et vous vous souvenez sûrement des conditions dans lesquelles il a fait la découverte du bacille de la peste. C'était la fin des années 90, 1890. Il était au Vietnam, il était un médecin militaire. Le gouvernement français lui a demandé d'aller à Hong Kong pour voir ce qui se passait, parce qu'il y avait une épidémie de peste à Hong Kong. Il est allé à Hong Kong avec son laboratoire personnel, en le portant sur le dos. Et arrivé à Hong Kong, il s'est vu refuser l'entrée de l'hôpital de Hong Kong qui était gardée par des Allemands et par des Japonais, alors que c'était sous domination britannique. Il ne s'est pas démonté, il est allé dans la brousse, et il a reconstitué son petit laboratoire et il est allé faire des prélèvements sur des bubons de Britanniques qui étaient morts dans le port, et c'est comme ça qu'il a découvert le bacille de la peste. Alexandre Yersin était membre de l'Académie. Je pourrais parler aussi d'Alain Jameau, qui luttait contre la trypanosomiase, qui est une maladie terrible, qui est mortelle si elle n'est pas soignée. Et quand j'étais au Cameroun, je suis allé dans le fin fond du Cameroun, à Ayos, pour aller voir un hôpital qui malheureusement était en ruine et qui avait été construit par Jameau justement pour soigner les gens, parce que maintenant on peut les soigner et c'est possible grâce à des gens comme ça. Et il y a dans ce premier chapitre toute une série d'histoires, de personnalités de cette nature. Et puis les 5 chapitres suivants traitent, comme l'a dit Vincent, des grands problèmes d'aujourd'hui et de demain. Nous avons voulu prendre des risques. Alors effectivement, prédire l'avenir, c'est prendre des risques. On peut se tromper, on peut oublier des choses. On a publié le livre à la fin de l'année 2021, mais on ne va rien trouver sur l'Ukraine, par exemple. Mais personne n'avait prévu l'Ukraine. Personne n'avait prévu qu'il y aurait une invasion de l'Ukraine en début de l'année 1922. C'est la CIA avait prévu. Il n'y a pas de représentant à pointer. Non, il n'y a pas de représentant à l'Académie. Il y a d'autres représentants, il n'y en a pas. Et donc on a délibérément, on a renoncé à l'avertissement qui avait été donné par Philinte aux misanthropes, vous vous en souvenez, et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. On n'a pas cherché à corriger le monde, on a cherché simplement à donner des indications. Il y a certains d'entre nous,
notamment dans le domaine médical, qui ont fait une liste de 10 propositions pour l'avenir. Je vous invite à les lire, elles sont absolument passionnantes. Mais il y a aussi des chapitres sur l'art, sur la protection de l'environnement. Tous ces aspects sont couverts dans le livre. Donc ça fait vraiment partie, je pense, du patrimoine maintenant de l'Académie d'avoir fait un livre pareil. Bon, on pourrait vous tenir toute l'après-midi uniquement sur le sommaire, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu les Bernardins. Alors, oui. Les Bernardins, il y a ici Jean-Robert Pitt, là, que je vois, et auquel j'avais demandé d'animer une séance. Au début, il était un peu interrogatif, en me disant « mais je ne comprends pas très bien ce que vous voulez ». Et on a fait une séance qui s'appelle « Progresser en humanité ». Et on a invité les représentants des 3 grandes religions monothéistes. Et d'ailleurs, je crois que le recteur de la Grande Mosquée de Paris est dans la salle, je l'ai croisé tout à l'heure. Et ils ont traité de ce sujet qui est très difficile. Peut-on faire le bien sans avoir la foi ? Alors chacun d'entre vous peut avoir une réponse différente, naturellement, à cette question. Et cette question a été traitée magnifiquement par Jean-Robert Pitt et ses invités. Et après cette discussion, nous avons accueilli Andrea Riccardi, qui est le fondateur de la communauté Sant'Egidio et qui nous a parlé de la paix dans le monde, qui est une activité tout à fait importante de cette communauté italienne. L'Académie est un centenaire aussi qui ne tient pas en place. Il y a eu les entretiens à Madagascar, comme il y avait eu des entretiens et un livre extraordinaire d'ailleurs sur l'Indochine, comme il y a eu aussi la Louisiane. Pardon ? La Louisiane. Oui, la Louisiane, évidemment. Vous avez été du voyage en Louisiane, j'imagine, pour que vous en parliez ainsi, hein, avec autant d'émotion. Bon, à titre personnel, c'est le moment le plus fort d'ailleurs. Il n'y a pas de guichet de voyage rue La Pérouse. Mais si vous voulez vraiment voyager, il y a quand même une bibliothèque pour des voyages immobiles, c'est parfait. Elle est magnifique. Le président en a parlé, avec les 10 000 ouvrages, les 4 000, les 100 000 ouvrages, 115 000 ouvrages et 4 000 périodiques à feuilleter, 1000 manuscrits à déchiffrer, des cartes. On peut vraiment y passer l'été, c'est beaucoup mieux que de partir en voyage organisé. Personnellement, le souvenir le plus important pour vous de ces 13 dernières années et de cette année particulière du centenaire? D'abord, tu as parlé de la rue La Pérouse. Je suis toujours très prudent quand je parle de la rue La Pérouse parce que je pense au sort de l'astrolabe. Et évidemment, je n'ai pas envie de porter malheur aux gens qui voyagent en disant qu'on est rue La Pérouse. Mais c'est vrai que cette bibliothèque dont on a parlé à plusieurs reprises, elle est absolument magnifique et elle a donné lieu à des travaux de recherche qui ont été faits par les académiciens qui ont produit un certain nombre d'ouvrages. Je crois qu'on envoyait les premières pages de couverture tout à l'heure. Et là aussi, je vous invite à venir à l'Académie. Comme dit Vincent, c'est un endroit très agréable. Il y a un responsable de l'Académie qui est un homme absolument merveilleux, qui connaît les 100 000 ouvrages, qui peut vous indiquer comment lire et comment accéder aux différents ouvrages. Et vous pouvez effectivement les emprunter, passer du temps à les emprunter. Alors les meilleurs souvenirs, il faut arrêter, j'imagine. C'est marqué « c'est fini », je ne sais pas ce que ça veut dire. Très bien. C'est fini, ben, c'est pas tout à fait fini. C'est un putsch. Un jour, on fêtera le millénaire de cette institution. Il faut l'espérer. Oui, mais on sera là, ni toi mais moi. Oui, bien sûr, on est là depuis 1000 ans. L'Académie a fait du bon travail pendant toutes ces années, ce qu'on peut se dire au moins, la preuve. Et on va laisser la place à la fraternité pour un monde meilleur, ce qui est une manière de conclure et finalement pas si mal. La fraternité pour un monde meilleur. Merci beaucoup à Vincent Hervouette. Merci à Hubert Loiseleur d'Élanchon.